Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a regagné la capitale hier soir après avoir pris part à l'investiture de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le chef de l'État accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, plusieurs personnalités civiles militaires qui sont venues attendre le chef de l'État à sa descente d'avion. Rappelons que le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a participé à la cérémonie officielle de couronnement à la récente élection présidentielle ivoirienne. L'investiture d'Alassane Ouattara a intégré toutes les caractéristiques et rites protocolaires consentis à cet événement public de premier plan. Le chef de l'État, c'est à cette cérémonie, a entre autres organisé au palais présidentiel d'Abidjan, qui a comporté une prestation officielle de serment directement diligentée par le président devant la Cour constitutionnelle de ce pays. Et conformément à l'article 52 de la Constitution, l'Assemblée nationale a présidé aujourd'hui, présidée par Dilleta, Mohamed Dilleta, président de l'Assemblée nationale, la troisième séance publique de la deuxième session ordinaire de la 9e législature en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, les membres du gouvernement ainsi que de l'ensemble des députés. En ouverture de séance, le président de l'Assemblée a adressé ses salutations aux membres du gouvernement, aux députés, puis a procédé à la lecture de l'ordre du jour, lequel portait principalement sur l'examen et l'adoption de 5 projets de loi, à savoir le projet de loi numéro 174 de l'année 2025, 9e législature, portant approbation des comptes financiers du CRIPEN pour l'exercice de l'année 2023. Projet de loi numéro 188 de l'année 2025, 9e législature, portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice de l'année 2024. Projet de loi numéro 190 de l'année 2025, 9e législature, portant création de la Chambre des notaires, et projet de loi numéro 191 de l'année 2025, 9e législature, portant approbation des comptes financiers de l'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, pour l'exercice de l'année 2024. Projet de loi également numéro 193 de l'année 2025, 9e législature, portant approbation des comptes financiers de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale, l'ODEPIC, pour l'exercice de l'année 2024. Au cours de cette séance, plusieurs députés ont été interpellés et ont interpellé l'exécutif sur le projet de loi à l'ordre du jour en sollicitant la clarification relative à la conformité des comptes financiers présentés à la gestion administrative et budgétaire des établissements concernés, ainsi que l'implication juridique organisationnelle découlant de la création de la Chambre de commerce. Et nous vous proposons tout de suite de suivre le mot d'ouverture du président de l'Assemblée nationale, Dilleta, Mohamed Dilleta. Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette troisième séance publique de la seconde session ordinaire 2025. Le plénière de ce mercredi 10 décembre comporte 5 projets de loi, à savoir le premier projet de loi 147 AN25 9e législature, portant approbation des comptes financiers du CRIPEN pour l'exercice 2023. Deuxième projet de loi 188 AN25 9e législature, portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2024. Troisième projet de loi numéro 190 AN25 9e législature, portant création des chambres de notaires. Quatrième projet de loi 191 AN25 9e législature, portant approbation des comptes financiers de l'Agence nationale des personnes handicapées, ANPH, pour l'exercice 2024. Cinquième projet, enfin, projet de loi 191 AN 25 9e législature, portant approbation des comptes financiers de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale, ODEPIC,
pour l'exercice 2024. Et cette fois, nous restons toujours à l'Assemblée nationale pour cette réunion technique portant sur le projet de loi type à la mise en œuvre des décisions des organes du Parlement panafricain, dans la continuité également de ces travaux initiés par le Parlement panafricain en matière d'harmonisation législative et de renforcement des systèmes africains et de protection des droits de l'homme qui s'est tenue ce mercredi 10 décembre au siège de l'Assemblée nationale, la première journée de la réunion technique consacrée à l'élaboration d'un projet de loi type relatif à la mise en œuvre des décisions des organes africains de droits de l'homme. Cette rencontre, organisée sous l'égide de la Commission Justice et Droits de l'homme du Parlement, en collaboration avec l'Assemblée nationale. Au gouvernement et au peuple de la République de Djibouti pour leur hospitalité exceptionnelle et l'accueil chaleureux réservé à toutes les délégations. Notre générosité et votre engagement envers la coopération multilatérale africaine ont créé un cadre propice pour que nos travaux avancent avec détermination et unité. Cette réunion technique s'inscrit dans un effort continental qui a été formellement lancé par la résolution du pape de juin 2024, par laquelle le Parlement panafricain a mandaté notre commission d'élaborer un instrument juridique moderne, harmonisé, destiné à guider la mise en œuvre nationale des décisions des organes africains des droits de l'homme. Et toujours concernant ce projet de loi relatif à la loi type relative à la mise en œuvre des décisions des organes panafricains, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Omar Ahmed Ouahes, s'est exprimé en ces termes. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole devant vous à l'occasion de cette rencontre d'une haute importance. Je tiens à exprimer au nom du président de l'Assemblée nationale et de mon nom personnel, au nom de l'Assemblée des parlementaires djiboutiens, au nom de l'ensemble des parlementaires djiboutiens, la joie fraternelle de vous accueillir aujourd'hui au sein de la représentation nationale. En cette journée de célébration internationale des droits de l'homme, notre institution se réjouit d'organiser, en collaboration avec les parlements panafricains, une réunion technique sur le projet de type loi relative à la mise en œuvre des décisions rendues par les organes africains des droits de l'homme. Permettez-moi en premier de souligner la collaboration fructueuse croissante avec le pape, avec cette seconde assise de la semaine après la réunion de haut niveau de dimanche dernier, et qui a porté sur les thématiques prépondérantes, le réchauffement climatique. À chaque fois, nos échanges avec la délégation du pape, regroupant les parlementaires et experts, sont profitables au collège des élus de la nation djiboutienne, ainsi qu'aux personnalités conviées qui nous viennent principalement du siège du Parlement. Et lancement cette fois du projet dit CAFI, en effet dans la continuité de ses contributions soutenues par le développement social de Djibouti. Qatar Charity, représenté par son bureau, a procédé ce mercredi au lancement de ce projet CAFI pour l'autonomisation économique lors d'une cérémonie officielle organisée à l'Escale International Hotel. La cérémonie s'est déroulée sous le haut patronage de la ministre de la Femme et de la Famille, Madame Mouna Ousmane, en présence des chargés d'affaires de l'ambassade du Qatar à Djibouti, de l'ambassadeur du Soudan, de la directrice du bureau de Qatar Charity à Djibouti, Madame Gheda Ezzeddine, ainsi que des préfets des régions de l'intérieur, des présidents des conseils régionaux, de représentants de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, de l'agence pour les personnes handicapées, en plus d'un parterre d'invités. La cérémonie a été marquée par des prestations artistiques, une scénette illustrant les formes d'appui apportées par Qatar Charity, catégorie sociale les plus vulnérables. Un film également de présentation a été mis en lumière
pour ce projet dit Qatar Charity. En prenant la parole à cette occasion, la directrice du bureau Qatar Charity à Djibouti a souligné l'importance majeure de ce projet qui ouvre, a-t-elle indiqué, de nouvelles perspectives aux familles bénéficiaires. Et pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan, a salué les efforts constants de Qatar Charity pour appuyer les initiatives de son département. L'autonomisation des femmes est le moteur le plus puissant d'un développement durable. Lorsqu'une femme s'épanouit économiquement, c'est toute sa famille, son quartier et la nation entière qui en bénéficient. Le chemin vers l'égalité réelle passe par l'accès aux ressources, aux compétences et aux opportunités. Ce projet, aujourd'hui initié par Qatar Charity, précisément fournit 3 piliers essentiels aux femmes djiboutiennes, en particulier celles en situation de vulnérabilité. Grâce au soutien permanent et durable de Qatar Charity auprès de nos politiques publiques concernant le développement et l'autonomisation des femmes à Djibouti, je voudrais remercier chaleureusement et avec la plus grande confiance l'ensemble des donateurs, des personnes qui investissent dans cette institution et qui permettent à cette institution d'agir sur tout le pays, aux côtés de nos responsables politiques, aux côtés de nos responsables de la société civile et aux côtés de nos populations pour essayer de répondre aux besoins quotidiens de nos familles. Ce programme sera mené avec vous et nous allons essayer de mettre en œuvre les actions concrètes, ciblées, telles que les formations professionnelles dans les secteurs porteurs, l'accès au financement et au microcrédit et le développement des petites entreprises, la création des réseaux de solidarité et de mentorat pour assurer un accompagnement durable. L'autonomisation économique des femmes est une nécessité sociale et une intelligence économique et un impératif moral pour la politique du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Je ne saurais omettre l'engagement de la première dame, Mme Khadra Mohamed Hen, aux côtés de l'ensemble des femmes djiboutiennes, pour leur donner toujours espoir, pour qu'elles aillent de l'avant et qu'elles fassent un travail considérable pour le développement économique de notre nation. Nous poursuivons ce journal avec ce conseil d'affaires djibouto-saoudien qui s'est tenu hier au Kempinski en marge des travaux de la 7e session de la commission mixte entre les deux pays. Cette rencontre de haut niveau a réuni les responsables gouvernementaux des institutions économiques majeures ainsi qu'un large éventail d'hommes et de femmes d'affaires des deux pays. La session d'ouverture s'est tenue en présence du ministre djiboutien du Commerce et du Tourisme, du président de la Chambre de commerce de Djibouti, du président de l'Autorité des ports et des zones franches, du secrétaire général du ministère des Transports du Royaume d'Arabie Saoudite, ainsi que du chef des parties saoudiennes du Conseil, mais aussi des ambassadeurs des deux pays. Tout au long de la réunion, les deux parties ont passé en revue l'état actuel de la coopération commerciale et logistique entre Djibouti et Riyad et ont exploré également les mécanismes susceptibles de dynamiser davantage les échanges, d'élargir les investissements et de diversifier les secteurs de partenariat. Et en prenant la parole, le président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussa Dawali, a souligné que la tenue de ce conseil d'affaires illustre la solidité des relations économiques entre Djibouti et Riyad. Ce marché unique regroupe plus de 1,2 milliard de consommateurs et un PIB combiné de plus de 3 000 milliards de dollars, offre aux entreprises saoudiennes et djiboutiennes une opportunité exceptionnelle. Exporter leurs produits et services sans barrières tarifaires majeures, s'implanter dans des chaînes de valeur régionales en pleine expansion, profiter d'un environnement réglementaire harmonisé qui réduit les coûts et facilite les échanges. Djibouti est une position stratégique avec ses infrastructures modernes, qu'elles soient
portuaire et télécommunications, mais peut devenir aussi demain une très grande plateforme de transit, de distribution pour les opérateurs saoudiens vers l'ensemble du continent africain. Les entreprises djiboutiennes et saoudiennes peuvent travailler et tirer profit de ces infrastructures, des zones franches, des plateformes multimodales, d'entrepôts, de hubs régionaux. Les énergies renouvelables, la technologie, la nouvelle technologie, les projets solaires, câbles sous-marins et centres de données pour soutenir la transformation numérique africaine. Et le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouarsama Dirié, a rappelé que l'augmentation du volume d'échanges commerciaux qui a atteint 1,8 milliard de dollars en 2024 constitue un indicateur très encourageant et témoigne de la solidité et de la coopération fructueuse entre les deux pays. La tenue de cette commission s'inscrit dans la continuité de l'accord général de coopération signé en 2021 entre nos deux gouvernements. Elle représente une étape cruciale dans le renforcement de notre partenariat bilatéral et démontre notre volonté partagée de consolider les acquis tout en œuvrant pour de nouvelles perspectives. Ce cadre de travail privilégié nous offre l'occasion de faire le point sur les progrès réalisés, notamment ceux ici de la 6e commission mixte tenue à Riyad le 17 et le 18 novembre 2024, d'identifier en toute transparence les défis susceptibles à ralentir notre élan commun, afin de définir ensemble une feuille de route ambitieuse et réaliste pour les années à venir. En ce sens, je suis confiant que les travaux des différents comités techniques sectoriels de la journée d'hier ont abouti à des recommandations tangibles dans les domaines concernés, comme le commerce, le tourisme, l'artisanat, les normes, les investissements et les infrastructures, l'énergie, ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles. Mesdames et messieurs, je tiens à exprimer ma satisfaction quant au rôle dynamique et constructif joué par les royaumes de l'Arabie saoudite dans la région, ainsi que pour son appui permanent au développement socio-économique de Djibouti. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Justice, en partenariat avec le comité interministériel chargé de la rédaction des rapports périodiques de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, a organisé ce jour un atelier national de revue à mi-parcours de la mise en œuvre de recommandations de l'examen périodique universel dans le cadre du suivi des engagements pris par la République de Djibouti devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cet atelier avait pour objectif d'évaluer l'état d'exécution des recommandations acceptées par Djibouti, de mettre en lumière les progrès accomplis, d'identifier également les défis persistants ainsi que de définir des pistes d'accélération pour les 2 années restantes avant le prochain cycle d'examen. La rencontre a réuni des représentants du ministère, des institutions sectorielles concernées ainsi que des partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile témoignant de la mobilisation collective autour de la promotion de la protection des droits de l'homme. Le 25 novembre, qui est la journée de la lutte contre la violence à l'égard des femmes, et jusqu'au 10, qui est la journée des droits de l'homme. Donc ce n'est pas par hasard. Et justement, ce que je voudrais dire, c'est l'importance qu'un tel comité puisse avoir justement dans le suivi, parce que dans ça, il y a mise en œuvre. Et dans mise en œuvre, bien sûr, il y a toute une série d'actions à entreprendre. Suivant cette fois ces 2 interventions, celle de la conseillère juridique suivie du discours du président de la CNDH. L'examen périodique universel constitue pour notre pays un exercice essentiel de transparence, de dialogue, de renforcement de nos politiques publiques en matière de droits de l'homme. Depuis le lancement du premier cycle de l'EPI en 2008,
Et dès sa première participation en 2009, la République du Djibouti n'a manqué aucun rendez-vous. Un premier rendez-vous en 2009, un second en 2013, un troisième en 2018 et un en cours en 2024, dont nous faisons la revue à mi-parcours. Nous réaffirmons donc ainsi la volonté constante d'honorer les engagements devant le Conseil des droits de l'homme et de progresser de façon continue dans la mise en œuvre des recommandations faites à l'endroit du gouvernement de Djibouti. Au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est pour nous un avantage de tous les jours. L'examen périodique universel, sera bientôt le 4e cycle auquel nous avons participé récemment avec des collègues parlementaires, avec des amis parlementaires à Genève. Et il y a une prise de conscience de plus en plus élargie par rapport à une participation beaucoup plus inclusive quant à la rédaction et à la présentation des rapports devant les conseils des droits de l'homme à Genève. Au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, nous faisons un rapport chaque année. Et chaque année, lorsque nous faisons les rapports sur la situation des droits de l'homme à Djibouti, il nous est toujours ardu de recevoir les informations les plus actualisées au niveau de l'ensemble des départements, institutions et autres départements des publics. Donc, la création aujourd'hui, la mise en place d'un mécanisme plus ou moins formel, carrément formel, à travers la nomination des points focaux permettra à la Commission nationale des droits de l'homme et bien sûr, in fine, au comité interministériel de mieux faire le travail des reportages. Cette fois, nous vous proposons de suivre l'intervention du secrétaire général du ministère de la Justice. Mesdames et messieurs, comme j'ai déjà dit, les recommandations et les autres documents pertinents des Nations Unies inspirent et encadrent nos actions pour améliorer les droits et les conditions de vie des populations les plus vulnérables vivant dans notre pays, qu'elles soient citoyennes ou étrangères. Les droits sont inhérents à la personne humaine et ne distinguent point la nationalité, la race ou toute autre distinction. Quelques-unes des recommandations qui ont d'ores et déjà eu des réponses favorables, une concrétisation, sont le renforcement de la lutte contre les mutilations génitales féminines et les autres pratiques qui sont désormais interdites par la Constitution dans son écriture du 6 novembre 2025, la question du handicap qui a été élevée au rang de priorité nationale avec la création d'un fonds de soutien aux personnes handicapées, le renforcement de l'éducation des personnes à besoins spéciaux, ainsi que leur accès à l'emploi dans les mêmes conditions que le reste de la population. Autre actualité, dans le cadre de sa visite de travail, M. Dong Yu, directeur général de la FAO, a visité la Fondation internationale Abou Yasser, dite quarantaine régionale pour l'exportation de bétail, située à Damerjouk. Cette visite s'est déroulée en présence du ministre M. Mohamed Ahmed Awale. Inauguré en 2015, ce centre de quarantaine constitue un élément clé pour le développement du secteur de l'élevage en assurant le contrôle sanitaire, mais également celui des animaux avant leur transport vers les pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite. La FAO a financé ce projet, contribuant ainsi à la construction de l'infrastructure, à l'établissement d'un plateau technique conforme aux normes internationales. Ce centre est essentiel pour améliorer la santé animale et garantir la sécurité des exportations de bétail en veillant à ce que ces animaux répondent aux exigences sanitaires des marchés internationaux. M. Dong Yu a, au cours de cette tournée, observé les différentes cheptels dans lesquelles des hangars ainsi que des plateaux techniques sanitaires. Le directeur technique a fourni des explications à cette délégation leur permettant d'évaluer les avancées réalisées depuis l'ouverture de ce centre, de discuter de nouvelles opportunités de collaboration entre le FAO et le gouvernement djiboutien. Alice Abiy, cette fois dans le cadre de la campagne d'activisme de 16 jours contre la violence faite aux femmes et aux jeunes filles.
Et ce en partenariat avec l'UNFD, l'Union européenne, le CGC, a organisé à Addis Abeba une importante journée de sensibilisation. La cérémonie présidée par la première préfète adjointe de la région d'Addis Abeba, Madame Saïda Waberi Assowe, a rassemblé de nombreuses personnalités et actrices engagées, parmi lesquelles figurait l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, la secrétaire générale adjointe de l'UNFD, la députée Madame Filsen Abdullahi, ainsi que la présidente de l'antenne UNFD à Addis Abeba. Des représentants également de la société civile étaient également présents pour marquer leur soutien à cette cause essentielle. À l'issue de la cérémonie, la délégation s'est rendue au bureau d'écoute de l'UNFD à Addis Abeba pour un espace dédié à l'accueil, l'accompagnement, l'orientation des familles victimes de violences. A tant investi pour être aux côtés des femmes. Donc, Inch'Allah, en tant qu'élu de la région d'Addis Abeba, en tant que femme aussi, il ne faut pas aussi qu'on exagère. Il faut avoir nos lois, nos droits, mais il faut toujours respecter les hommes aussi. Et dans un mot prononcé à cette occasion, la secrétaire générale adjointe de l'UNFD n'a pas manqué l'importance que revêt cette campagne de sensibilisation et d'activisme de ces jours. La présentation qui a été détaillée ici par Mariam a bien réellement expliqué toutes les activités de l'UNFD et tout ce que l'engagement de l'UNFD a fait avec ses partenaires. Ici, comme vous le voyez, nous avons les partenaires qui sont avec nous et qui travaillent avec nous dans ce cadre de FGBV et MGF aussi. Elle fait partie de FGBV. Comme nous sommes dans le cadre de campagne de 16 jours d'activisme, c'est vraiment un immense plaisir pour moi de participer à cet atelier ou cette rencontre avec l'ambassadrice de l'Union européenne. Vraiment, c'est un joie pour moi. Et nous continuons le combat parce que si je parle un peu de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, c'est pas maintenant qu'elle a débuté de lutter ce combat. C'était un combat de très longue haleine qui a daté depuis les années 80. Et comme vous le savez, l'UNFD était pionnière. C'était l'institution pionnière qui a commencé vraiment à oser dire « Stop MGF ». Et nous vous proposons cette fois de suivre successivement tout d'abord l'intervention de l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, suivie de la préfète adjointe de la région d'Addis Abeba, Madame Saïda Waberi. Les droits priment dans l'égalité des genres. Je suis aussi très heureuse d'être ici pendant la campagne de 16 jours d'activisme, puisque c'est un moment important pour toutes les femmes de partout dans le monde. Ça doit être aussi pour les hommes, bien sûr, puisque ça rappelle que malgré beaucoup d'efforts, et on discute de ceci depuis plus de 30 ans maintenant, la question de la violence basée sur le genre, elle continue d'être un problème. Et surtout, on voit avec le thème de cette année, le cyberharcèlement. Les dames de Addis Abeba, que les dames de Assadjour, c'est des dames vraiment impliquées, c'est des dames dynamiques et c'est des dames qui vont vraiment faire tout le nécessaire, mais le maximum également. Et il y a aussi la bonne relation avec l'administration, les autorités locales, avec les orqal, avec les chefs coutumiers. Pour le thème d'aujourd'hui, de cyberharcèlement, hein, c'est une forme de violence, mais peut-être pas très connue. Les progrès et la technologie ne ramènent pas que des bonnes choses. Il y a aussi tout ce qui est négatif qui s'ensuit, mais les femmes vont faire tout ce qui est sensibilisation pour faire vraiment attention à tout ce qui est réseaux sociaux. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et internationale au Kenya. Eh bien, des délégations de 170 pays sont réunies depuis lundi à Nairobi, la capitale du Kenya, à l'occasion de la 7e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. En effet, le centre de la rencontre est la quête d'une solution durable face à la menace qui pèse sur la planète, mais aussi sur l'environnement et des appels qui se renforcent de plus en plus dans les Nations Unies pour l'environnement. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.